Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Maroc 24. Nous sommes le 2 mai 2024 et nous allons partager une publication saisissante de l'analyste et chroniqueur Rachid Achachi sur le 360 intitulé « Il faut exorciser l'Algérie ». Rachid Achachi soulève une interrogation logique pour tout observateur. Pourquoi l'Algérie, tout en s'abstenant de reconnaître l'indépendance de régions disputées, telles que le Kosovo ou les zones kurdes en Turquie, fixe-t-elle obstinément son regard sur le Maroc? Suivez cette chronique pour dévoiler les motivations derrière cette obsession algérienne. L'Algérie ne devrait-elle pas soutenir les mouvements indépendantistes afrikaners en Afrique du Sud? De même, reconnaît-elle l'indépendance du Kosovo? Ou encore les indépendantistes kurdes en Turquie? Pourtant, tous ces territoires figurent officiellement dans les cartes respectives de chacun de ces pays. Mais il y a une seule carte au monde à la vue de laquelle Alger semble convulser et monter au plafond, celle du Maroc. On croyait toucher le fond avec la junte d'Alger, mais on découvre avec l'affaire des maillots sportifs de la Renaissance sportive de Berkane que l'abysse diplomatique d'Alger n'a pas de fond. Nous n'allons certes pas revenir sur les détails rocambolesques de cette affaire, largement expliquée par la presse marocaine, mais il nous paraît important de nous attarder sur certains aspects à l'origine du malaise grandissant d'Alger, face à la simple vue d'une carte qui, en théorie, ne les concerne ni de près ni de loin, celle du Royaume du Maroc. Car rappelons-le, l'Algérie refuse depuis quelques années de participer aux tables rondes pour les négociations sur le règlement du conflit au Sahara, qu'elle juge contre-productive, préférant plutôt continuer à envenimer la situation à travers l'encouragement des milices du Polisario à mener des provocations et des actions hostiles contre le Maroc. Ce retrait du schéma des tables rondes vise un double objectif. Le premier, saboter toute dynamique sérieuse de résolution du conflit qui irait irrémédiablement vers une reconnaissance pleine et entière de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Le deuxième, éviter toute implication diplomatique directe d'Alger dans ce conflit, en vue de s'octroyer un pseudo-statut de pays observateur, lui permettant de mener furtivement une guerre par procuration contre le Maroc, sans pour autant être impliqué directement sur le plan diplomatique. Mais on ne peut en diplomatie avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Car si Alger n'est pas une partie prenante dans de dossiers, que lui importe que la carte du Maroc englobe le Sahara, ou même s'étende jusqu'en Afrique du Sud. Car aucun des territoires algériens officiellement reconnus par le droit international n'est englobé par cette carte. De même, le match n'était pas censé se jouer sur le territoire imaginaire de la pseudo-raste, mais bien sur le territoire algérien. Mais nous n'en sommes pas à une hypocrisie près. Serait-ce par solidarité avec la pseudo-raste? Ainsi soit-il, mais au nom de quoi? Officiellement, au nom du droit à l'autodétermination, nous dit-on du côté du palais d'El Mouradia. Mais la question est, où disparaît ce droit, dès lors qu'il s'agit des intérêts de l'Algérie, ou de sa proximité avec des pays amis? Pour le premier cas de figure, les cas des Kabyles et des Mzabites s'imposent d'eux-mêmes, car on ne peut leur ôter un droit que l'on chérit si ardemment pour autrui. Ne dit-on pas que charité bien ordonnée commence par soi-même? Quant aux pays amis, l'Algérie ne devrait-elle pas soutenir les mouvements indépendantistes afrikaners dans la province du Cap occidental en Afrique du Sud? De même, reconnaît-elle l'indépendance du Kosovo? Ou encore les indépendantistes kurdes en Turquie? Pourtant, tous ces territoires figurent officiellement dans les cartes respectives de chacun de ces pays. Mais il y a une carte au monde à la vue de laquelle Alger semble convulser et monter au plafond, c'est celle du Maroc. À tel point qu'étant un fan des films d'horreur sur fond mystique, je ne peux m'empêcher d'imaginer des séances d'exorcisme des généraux algériens avec une carte du Maroc, en guise de crucifix pour rester dans l'imaginaire hollywoodien. Une roquia géopolitique s'impose. Par Rachid Achachi. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Maroc, vers la constitution d'un comité de soutien au peuple kabyle. Agadir accueillera, ce jeudi 2 mai vers 17 h, une réunion de concertation entre des acteurs du mouvement Amazigh, en vue de la constitution du groupement d'action de soutien au peuple kabyle, indiquent les organisateurs, dans un communiqué parvenu à la rédaction de yabiladi.com. La capitale du Souss avait également accueilli, le 20 avril, la création du Comité marocain pour le soutien de l'indépendance de l'État de la Kabylie. Une instance lancée alors que le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, Ferhat Meheni, proclamait le même jour depuis New York la naissance de l'État de la Kabylie. Une semaine plus tôt, Meheni avait adressé une lettre au roi Mohamed VI. Nous vous informons d'un événement historique que nous avons programmé pour le 20 avril, à savoir la renaissance de l'État de la Kabylie, avait-il annoncé dans sa missive. Dans une allocution prononcée le 17 mars,
le président du MAC avait salué « la sympathie » du Maroc pour sa région, source yabiladi.com. L'alliance Maroc-USA sous les projecteurs à Washington. La célébration de l'alliance stratégique entre le Maroc et les États-Unis s'est tenue mercredi à Washington avec l'inclusion de la légation américaine de Tanger dans la liste du National Trust for Historic Preservation. Cet événement, marqué par un rassemblement au siège du département d'État, a souligné l'importance de préserver ce site historique, symbole des liens entre les deux pays. L'ambassadeur marocain aux États-Unis, Youssef Amrani, a souligné l'engagement du royaume à préserver ce patrimoine, reflétant une relation unique, profonde et historique. À ce jour, nous continuons de partager le plus long traité d'amitié ininterrompu des États-Unis, et notre alliance ne cesse de se renforcer au fil du temps, grâce au leadership et à l'engagement constant en faveur d'un partenariat stratégique, exprimé au plus haut niveau par Sa Majesté le roi Mohammed VI, ajoute-t-il. Pour sa part, la directrice du Fonds pour la conservation des trésors diplomatiques des États-Unis à l'étranger, Andrea Cochrane-Tracy, a annoncé une levée de fonds pour la restauration de la légation. De son côté, l'ambassadeur américain au Maroc, Punit Alwar, a mis en exergue le partenariat solide entre les deux pays, rappelant ainsi le statut unique du Maroc en tant que seul pays africain avec lequel les États-Unis ont un accord de libre-échange. Il faut savoir que ce bâtiment historique a été offert par le sultan marocain Moulay Slimane au gouvernement américain en 1821 et a été le témoin de nombreux événements importants dans l'histoire des deux nations, notamment la négociation du traité de Cap-Spartel, source l'économiste.com. Dans un livre explosif, Bernard Lugan explique la question du Sahara occidental au nul. La couverture du livre résume son propos. Elle représente une carte géographique du Maroc, imprimée en France en 1891. Dans la légende, ce commentaire cinglant, cette carte montre que, pour les géographes français de la fin du XIXe siècle, le Sahara occidental était, dans sa totalité, un territoire marocain, ainsi que le Touat, Tindouf et la région de Colombéchar. À ce sujet, le livre de l'historien français Bernard Lugan est un trésor de pièces à conviction, puisé dans des documents historiques, qui prouve la marocanité du Sahara atlantique. Intitulé « Le Sahara occidental en 10 questions », le livre de Bernard Lugan vient de paraître aux éditions Ellipse, Paris. Il s'agit d'un écrit didactique qui apporte un éclairage précieux sur la marocanité du Sahara occidental. C'est aussi un livre de vulgarisation, concis et abondamment documenté, qui doit être mis entre toutes les mains, et diffusé à grande échelle pour une meilleure compréhension du conflit du Sahara. L'ouvrage se compose en effet de 10 chapitres, renvoyant chacun à une question liée au conflit du Sahara occidental. Les questions sont formulées de façon directe et les réponses reposent sur des faits documentés, qui ne laissent aucun interstice au doute ou à des zones grises. Existe-t-il un peuple sahraoui ? Ou encore, y eut-il dans le passé un État du nom de Sahara occidental ? Sont deux parmi la dizaine de questions posées par l'auteur, à l'orée d'autant de chapitres composant son livre, source, le 360. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.